Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Simon Bernard et je suis cofondateur de Plastic Odyssey. Je vais vous passer une petite vidéo pour vous mettre dans l'ambiance et vous raconter cette grande expédition. Chaque minute, c'est plus de 18 tonnes de plastique qui se déversent dans l'océan. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il y a 10 ans, j'avais un rêve. Monter une grande expédition autour du monde pour stopper la pollution plastique de l'océan. C'était un grand rêve, mais au début, ça ressemblait à ça. Allez, on pagaie. Puis on s'est battu, on a construit un prototype, réuni une équipe, trouvé des financements, et enfin, le navire parfait. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Après des années de galère, de l'amiante partout à bord, et pour couronner le tout, la crise du Covid. C'est super, on passe un bon moment, je vous présente les matelots. Ce rêve est devenu réalité. L'expédition Plastic Odyssey était lancée. En 3 ans, on a fait plus de 45 escales partout dans le monde. On a documenté 200 solutions concrètes qu'on a expérimentées à bord de notre navire laboratoire. Des alternatives au plastique, des nouveaux usages, des solutions de transformation des déchets existants, et on a accompagné 1500 entrepreneurs prêts à les répliquer. Comme rien ne peut se faire sans la nouvelle génération, plus de 12 000 enfants sont montés à bord pour comprendre comment mieux vivre autrement. Ils font de la peine, ils souffrent à cause des déchets plastiques, etc. dans l'eau. 10 ans après ce premier rêve, nous revenons aujourd'hui d'un tour du monde complet avec des solutions validées et prêtes à changer d'échelle. Avec toujours, ok à fond, un petit brin de folie. Et ce n'est que le début. Merci. Alors, ça fait 3 ans et demi que cette expédition a été lancée de Marseille et on revient en ce moment même, puisque le bateau arrive au Mucem samedi. Après un long voyage autour du monde, donc on a fait le tour de quasiment 40 pays, plus de 45 escales, Afrique, Amérique du Sud, Asie, en se concentrant sur les pays qui étaient le plus touchés par cette pollution. Et en se disant que ce qu'on voulait avant tout, c'était trouver des solutions concrètes, à la fois en amont, très en amont, pour réduire l'usage du plastique, traiter les déchets qui sont déjà là, et puis aller récupérer, nettoyer les endroits les plus protégés de la planète, donc vraiment tout en aval. Alors je voulais profiter de ces quelques minutes pour vous donner un aperçu de ce qu'on a pu voir autour du monde. On a vu plein de choses, on a vu plein de solutions. Dans un premier temps, pour réduire cet usage de plastique, parce qu'en fait, on en a quand même vu partout, avec des usages qui sont complètement délirants, comme ici en République dominicaine, avec ces bananes qui sont emballées dans du plastique, épluchées puis emballées dans du plastique. Mais on a rencontré en Équateur Silvio, qui fabrique des emballages, une alternative au polystyrène à partir de champignons, de mycélium. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces matériaux-là. À Maurice, un chercheur qui développe un système qui permet de transformer les déchets de l'agriculture, les troncs de bananes, les feuilles d'ananas, pour en refaire des pots de semis et donc apporter un revenu supplémentaire aux agriculteurs. On est tombé par hasard aussi à Nairobi, dans un bidonville de Nairobi, au Kenya, sur un système qui est utilisé quotidiennement par les habitants, pas pour réduire la pollution plastique, même si c'est quand même ce qui se passe à la fin, mais plutôt par souci d'économie, parce qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter une bouteille de lait ou une bouteille d'huile. Et donc, on vient avec son contenant et on vient acheter la quantité nécessaire pour la journée. Dans ces distributeurs qu'ils appellent Milk ATM, donc des distributeurs de lait, des distributeurs d'huile, et qui permet à la fin d'éviter énormément de plastique. Et puis une autre solution, alors là c'est au Vanuatu, et là c'est un truc, c'est vraiment ce qui m'a marqué, parce que c'est du bon sens. Ces filets que vous voyez, on les emprunte quand on va faire ses courses pour acheter des fruits, des légumes. Au lieu de prendre des sachets en plastique ou en pseudo-plastique biodégradable, on récupère un filet, on remplit ses légumes, ses fruits, et à la fin, on les rend à la caissière. Ça permet d'éviter, c'est tout con, mais ça paraît être du bon sens. Et puis de plus en plus, on a la chance, nous, d'avoir de l'eau potable ici, mais ce n'est pas le cas partout. Donc là, au Sénégal, des fontaines dans les quartiers qui permettent aux gens, aux habitants,
d'acheter de l'eau qui est 3 fois moins chère que l'eau en plastique. Donc ils viennent re-remplir des bidons et avoir de l'eau potable de meilleure qualité. On a expérimenté tout ça à bord du bateau et on a même construit une sorte de laboratoire zéro déchet. Donc vous voyez Marin qui a été recruté l'année dernière à temps plein en plus du cuisinier pour fabriquer les aliments. Et donc on fabrique nos pâtes, du lait, des granolas, tout ce qui était consommé à bord par la vingtaine de membres d'équipage, on le fabrique et donc on a réussi à diminuer par 10 la quantité de plastique qui est consommée à bord du bateau. Donc ce qu'on veut derrière, c'est partager ça au plus grand nombre et faire en sorte que ça se réplique. Ça, c'était pour la réduction. Je vous partageais aussi ce qu'on a pu voir en termes de recyclage. Alors pas vraiment de recyclage, mais comment est-ce qu'on traite les déchets qui ont déjà été produits. Et alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des entrepreneurs dans le monde entier qui, à chaque fois, nous ont appris comment eux faisaient dans leur pays pour transformer des déchets qui aujourd'hui n'ont pas de valeur, qui sont laissés dans la nature, qui se dégradent en particules, et en faire des objets utiles localement. Alors globalement, on peut faire quand même pas mal de choses. On peut faire du mobilier urbain, des poubelles pour les villes, des palettes de transport. Et ça permet en réalité de donner une nouvelle vie et donc de créer une économie locale, éviter que ces déchets se retrouvent dans la nature, mais aussi de réduire la quantité de microparticules qui va être émise, puisque ça dépend de la surface exposée. Donc quand on passe de 2000 sacs, par exemple, comme vous voyez ici, à une chaise, on réduit la surface exposée. Donc en fait, on réduit énormément aussi l'impact de ce plastique, des microparticules, même si ça reste du plastique. Donc il restera un impact résiduel, mais ça permet de le réduire énormément. Ça, aujourd'hui, on a des micro-usines qu'on a montées en Afrique, en Asie, comme vous voyez ici, dans des containers, et qui permettent de transformer des déchets de la décharge, ça c'est à Saint-Louis au Sénégal, pour en faire directement des produits utiles localement pour la ville. Et enfin, donc ça c'était un tout petit aperçu de ce qui est possible de faire et ce qui existe aujourd'hui avec des modèles économiques qui sont viables. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire partout, puisque quand les déchets arrivent jusqu'à l'océan, sont transportés par les courants et s'échouent dans des zones qui sont désertes, il n'y a pas d'humains, mais qui sont remplies de biodiversité, on ne peut pas trouver de modèle économique viable pour collecter ces déchets. Et donc là, il faut une dernière approche qui est d'organiser des missions de clean-up, comme le faisaient nos collègues ici dans les Calanques, mais là, dans des endroits qui sont un peu plus reculés. Je vais vous parler d'une mission qui nous a beaucoup marqué en 2024. On s'est arrêté sur l'île d'Henderson, qui est au milieu du Pacifique, et qui était connue pour deux choses. Déjà, sa biodiversité. Donc vous voyez cette île qui est quand même incroyable et qui agit comme une sorte de filet naturel de 2 km de long au milieu du Pacifique qui capte les déchets qui s'échouent avec les courants marins. Donc cette île, elle fait partie des 50 sites qui sont patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est les endroits les plus protégés de la planète. C'est moins d'1% de la surface, mais c'est 15% de la biodiversité marine. Donc c'est vraiment des puits de biodiversité. Mais elle était aussi connue parce qu'elle est remplie de déchets. C'est une des concentrations de plastique les plus importantes au monde. Pour vous donner une idée, on parle parfois du plastique qui flotte dans l'eau, le continent de plastique. En réalité, c'est des microparticules. Là, on retrouve 400 fois plus de plastique qu'au milieu de l'océan, à l'endroit le plus concentré. Donc il y a vraiment un enjeu énorme. Et ce plastique se dégrade, donc c'est là où il va avoir un impact. Donc on s'était dit, on va essayer d'aller le récupérer, ce plastique, comme on passe devant. Le problème, c'est qu'il y a cette barrière de corail qui rend les choses impraticables. Et donc il y a une expédition qui avait tenté en 2019, mais qui a tout laissé sur la plage. Ils n'ont pas réussi à sortir ces déchets, à passer la barrière de corail. Et ils nous avaient dit, ça ne sert à rien d'y aller, on a pensé à tout, il faut des hélicoptères, c'est interdit avec les oiseaux, donc ça ne sert à rien d'y aller. Et je vous mets une dernière vidéo pour vous montrer l'idée un peu folle qu'on a eue. Ok, à fond. Ok, on envoie à fond. Vas-y, Max. Vas-y.
Voilà, donc on a réussi à extraire 10 tonnes en une semaine avec 10 personnes et on s'est dit finalement, si on met un peu d'énergie, un peu d'effort, on peut quand même arriver à nettoyer des sites qui sont très importants pour l'humanité, donc pourquoi pas faire les autres. Alors pour la petite histoire, c'était juste en face de Pitcairn, qui est l'île qui accueille les descendants des mutinés du Bounty. Il y a 40 personnes et on a passé 10 jours sur cette île avec les habitants à transformer les déchets qu'on venait de ramasser pour en faire des supports de ruches, des mobiliers pour l'île. Donc c'était une belle preuve de concept. Et derrière, on s'est dit, il y en a 50, pourquoi pas continuer en parallèle de tout ce qu'on fait pour éviter que ce plastique arrive en mer, réduire l'usage, mettre des usines de traitement de déchets. Pourquoi pas en parallèle continuer ces efforts. Et donc, on va repartir plus tard avec l'UNESCO pour aller dépolluer ces sites les plus protégés qui sont assez complexes d'accès. Et donc, relancer des expéditions. Mais en attendant, le bateau arrive à Marseille. Il sera là samedi. On va rester 10 jours. Donc, si vous voulez passer nous voir, vous serez les bienvenus. Voilà, merci.